Bonjour, vous écoutez le Journal du Télétravail, votre nouveau podcast sur les nouvelles façons de travailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver ici, à distance, tous les jours. Comme tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, vous excuserez donc le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison que l'on peut avoir. Mais nous espérons que cela ne vous empêchera pas de profiter de nos conseils et témoignages. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Morisseau, Country Manager France pour Red Hat. Red Hat, c'est le premier éditeur de solutions open source d'entreprise. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Lomig. Vous dites qu'en cette période où le travail à distance est une nouveauté pour beaucoup, les méthodes de l'open source peuvent être inspirantes. Mais en quoi est-ce que la façon de concevoir des logiciels peut m'aider, moi, dans mon télétravail au quotidien ? En fait, si on regarde d'où on vient et ce qu'est Red Hat, on est un éditeur du monde de l'open source. Et l'open source est construit vraiment sur cette logique de collaboration et de télétravail. Les ingénieurs, les développeurs qui construisent les logiciels open source font partie de communautés qui sont dispersées un peu partout dans le monde et par définition travaillent en télétravail. Donc il y a vraiment cette notion de communauté virtuelle qui s'organise et c'est en ça que on peut s'inspirer de ces techniques de création logicielle et qui ont ensuite débouché sur des façons d'organiser et de gérer les entreprises dans lesquelles on s'inscrit nativement. On est nativement en télétravail en fait. Tout le monde ne l'est pas natif du télétravail. Beaucoup, je le rappelais, l'ont découvert de façon là très subite et forcée. Quels sont les premiers conseils à leur donner ? Alors certains sont maintenant en télétravail depuis bientôt 2 mois, mais malgré tout, est-ce qu'il y a quand même des choses là, des conseils qu'on peut encore leur donner à ceux qui démarrent et qui sont encore dans cette période de découverte du télétravail, de ses outils et de ses façons de faire ? En fait, le télétravail, il vient s'appuyer sur une confiance déjà établie avec ses associés et ses collaborateurs. Donc, je dirais que l'élément fondamental qui va vraiment amener à bien télétravailler, c'est de se dire est-ce qu'on a cette confiance avec nos collaborateurs. Nous, c'est vraiment un élément fondamental parce qu'en fait, on est dans une distanciation sociale et une distanciation managériale en télétravail, et il y a une notion, je dirais, de lâcher prise de la part des managers qui doit être contrebalancée par une confiance avec ses collaborateurs. Ça veut dire qu'on fait confiance sur les horaires, on fait confiance sur les tâches, parce qu'on n'est pas là derrière nos associés constamment, on n'est pas avec eux. Pour rester et revenir à l'open source, comment ça se traduit, cette notion de confiance dans la façon dont les développeurs et cette communauté travaillent ensemble, par exemple ? En fait, la confiance, elle vient d'une notion très simple qui est de dire que ce qui prime chez Red Hat et dans ces communautés, et on parle des développeurs, mais on parle également de l'ensemble des personnes qui vont amener ces développements à nos clients, que ce soit des commerciaux, des avant-ventes, des consultants, des experts. C'est cette notion que l'idée prime sur l'organisation. L'objectif à atteindre, le but commun. C'est une vision commune, c'est une idée, et on s'organise autour de cette idée, autour de cet objectif. Et ça, c'est ça qui nous permet d'avancer ensemble. Et c'est ce qui permet que les communautés arrivent à avancer. Et on est dans cette logique où, en fait, ce qui prime, c'est la meilleure idée. Et non pas la personne qui a énoncé cette idée, et non pas la hiérarchie qui a émis l'idée. Ce qui donne une certaine autonomie et donc qui vous oblige à faire confiance à ces communautés pour avancer, pour s'organiser. Donc je dirais que la confiance, elle est liée vraiment à cette notion, je dirais, d'idée qui prime. Et derrière, la liberté qu'on donne aux associés de s'organiser, cette liberté qui vient bien évidemment avec des responsabilités, mais toujours cette confiance donnée dans la génération de cette innovation, le fait d'avancer sur ces idées, et ce que vous disiez à l'instant, vers un objectif commun, vers une vision commune de ce qu'on doit livrer pour nos clients, nos partenaires. Est-ce que ça veut dire aussi pas de hiérarchie ou pas de chef, parce qu'on peut imaginer un travail qui se fait de façon collaborative avec des personnes un peu partout dans le monde qui chacun ont le même objectif mais qui travaillent de façon autonome et avec un grand sens, vous le disiez, des responsabilités individuelles, mais est-ce que ça exclut le fait qu'il y ait un leader, un meneur, un responsable, un chef, appelez-le comme vous voulez ? Il y a bien évidemment une hiérarchie. On est dans un groupe d'hommes et il faut respecter cette notion de pouvoir travailler dans une certaine idée de la hiérarchie. Ce qui caractérise, je dirais, un manager ou un leader chez Red Hat, c'est vraiment cette notion d'être un facilitateur et de toujours travailler dans une culture du feedback et de toujours constamment essayer d'aider nos collaborateurs, nos associés à faire mieux, à s'améliorer dans le sens de cet objectif commun. Et donc, ce qui va caractériser, si vous voulez, notre organisation, l'organisation chez Red Hat, c'est non pas l'élément de hiérarchie, c'est ce leadership, cette capacité à coacher
et à se parler et à constamment s'améliorer ensemble. Et ça amène une forme de hiérarchie parce que quelque part vous trouvez des notions d'expertise, des notions d'expérience et de seniorité, mais qui viennent vraiment de cette capacité à écouter les autres et à leur donner du feedback. Donc, il n'est pas juste une fonction, un titre hiérarchique qui donne un pouvoir, mais plutôt une légitimité qui s'acquiert avec le temps, l'expérience ou simplement la posture. Exactement. Vous parliez de feedback, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que la distance ne rend pas toujours ce feedback facile à donner et à faire passer, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif. Comment vous développez à distance cette culture du feedback ? Alors, on l'avait bien évidemment avant, donc en fait l'idée c'est de continuer à l'entretenir. Et cette culture du feedback, c'est des choses assez simples en fait. C'est quand on est dans la livraison de quelque chose, dans une discussion, dans la présentation d'un plan. C'est d'être quand on présente, quand on est celui qui délivre, d'être ouvert, je dirais, aux remarques qu'on peut nous faire, mais également d'être en écoute active et de constamment prendre le temps de donner à nos collaborateurs, à nos collègues, des retours positifs. On a un biais un petit peu culturel à peut-être voir ce qui ne va pas, mais on se force à vraiment mettre en avant ce qui va bien pour mettre les gens dans des conditions de se dire, bah oui, à chaque fois qu'on avance, on est toujours dans une attention positive. Et sur cette base-là, de voir qu'est-ce qu'on peut continuellement améliorer ensemble. Donc le fait qu'on soit à distance nous oblige juste à avoir conscience de ça, et de prendre le temps dans une discussion, dans une conférence téléphonique, de se dire tiens là, il s'est passé ça, comment tu l'as perçu, moi j'ai perçu ça, est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Donc on continue à cultiver cette culture du retour d'expérience et du feedback. Souvent on dit que ça va avec le feedback et la confiance. Est-ce que vous diriez vous aussi que le droit à l'erreur fait partie de la culture de l'open source et de votre propre culture d'entreprise? Cette culture du droit à l'erreur, elle est nécessaire. Elle est complètement dans notre ADN. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut accepter de tester, de valider les options, de rencontrer des obstacles et sur cette base-là, de se poser ensemble et de revenir en arrière et de décider de prendre une route différente, d'ajuster. Donc cette culture, non pas de l'échec, mais du perfectionnement et du test en grandeur réelle, il est vraiment partie de notre culture à tout niveau de l'entreprise. Alors ça peut sembler un peu théorique, mais je crois que depuis le début du confinement notamment, vous avez organisé des webinars, des mini-formations pour partager vos conseils et bonnes pratiques. Donc au-delà de ces aspects un peu peut-être théoriques ou qui peuvent sembler à certains théoriques, quelles bonnes pratiques vous pourriez nous conseiller de façon concrète pour mettre en application ce droit à l'erreur, ce feedback, cette confiance? Écoutez, on a depuis 7 ou 8 semaines des situations qui sont compliquées et donc en fait il a fallu qu'on repense ensemble la façon de s'organiser. Donc typiquement, un exemple, quand on a commencé à se confiner, on s'est concerté avec notre comité de direction, on s'est dit comment on va faire en sorte pour garder le lien avec nos collaborateurs. Et donc on s'est dit on va peut-être créer des meetings 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et demander aux gens de venir. Puis on s'est aperçu la première semaine qu'on invitait nos collaborateurs et qu'ils venaient pas et qu'il y avait assez peu de gens dans les réunions et on s'est demandé pourquoi et on s'est aperçu qu'en fait il y avait une certaine fatigue. On avait surréagi avec l'entreprise pour dire on fait attention à vous, on va communiquer, on va rester ensemble. Tous les managers avaient fait la même chose avec leurs équipes. Donc au niveau des équipes, il y avait déjà cette notion de rester ensemble. Au niveau du management sur la France, il y avait cette notion de continuer à garder le contact. Et puis au niveau de l'Europe et au niveau de Red Hat, au niveau Corp, et on s'est aperçu qu'on avait vraiment complètement surchargé les agendas. On est donc revenu en arrière en se disant, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on donne juste le choix aux gens de venir ou pas, et que s'ils sont pas là, c'est pas grave. Et donc on a complètement allégé et on a transformé cette idée dans des forums où en fait vient qui veut, et ça marche depuis beaucoup mieux. Et donc, on a juste commencé quelque chose, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, et on est revenu en arrière, et on est reparti dans une autre direction, et là, ça fonctionne bien. Donc, le fameux test permanent. Exactement. Et donc, le conseil, c'est n'en faisons pas trop, proposons des espaces de collaboration et laissons à nos collaborateurs le soin de venir ou pas en fonction de leurs besoins propres et de se connecter quand ils en ont envie. Vous le disiez, vous avez une certaine maturité sur ces sujets du travail à distance, de la collaboration, etc. au niveau international. Qu'est-ce que vous pensez malgré tout garder de cette étrange période que nous traversons? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans vos façons de faire demain? Je pense qu'on va être plus ouvert sur justement ce télétravail. On l'avait intégré, donc c'est sur la partie donc développement, un petit peu moins sur les aspects commerciaux parce qu'en fait on est une équipe d'environ une centaine de personnes dans les équipes commerciales en France, très très compacte et le bureau était vraiment un espace où on venait beaucoup. Je pense qu'on va regarder cette flexibilité que donne le télétravail sur le fait que les gens puissent moins se sentir obligés de venir au bureau.
Je pense que ça, on va continuer à aller dans ce sens-là parce qu'on s'aperçoit qu'on a la possibilité de faire beaucoup de choses en télétravail et de vraiment adapter nos modes de fonctionnement, notamment dans une région parisienne qui est compliquée à vivre, avec des engagements familiaux, des vies professionnelles difficiles à balancer avec des engagements personnels. Et donc, je pense que ça, on va essayer de le creuser et peut-être de le garder. Et s'il y avait un des éléments de la culture de l'open source à essayer de faire passer à des entreprises plus traditionnelles ou classiques, ce serait lequel à vos yeux ? J'en ai parlé tout à l'heure, je pense que la confiance et la collaboration. Et cette confiance, dans ce moment qui est un moment un peu compliqué, j'ai toujours tendance à dire que c'est dans la côte qu'on voit les bons marcheurs. Ben là, on est en côte, puis on continue à avancer, on marche bien. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de confiance qui est un élément très important du fait qu'on passe ce moment sans trop de casse et trop de peine. Merci beaucoup Jean-Christophe Morisseau. Je rappelle que vous êtes Country Manager France pour Red Hat. Red Hat, c'est le premier éditeur de solutions open source d'entreprise. Merci Lomig. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait de Red Hat, le chapeau rouge, je vous propose une autre pièce d'habillement. Blue Suede Shoes, les chaussures en daim bleu, par Elvis Presley, évidemment. Ça devrait s'assortir à merveille à votre chapeau rouge. Et puis un podcast que je vous recommande, puisqu'on parlait d'open source, écoutez donc Code Source. C'est le podcast d'actu quotidien du Parisien, animé par Jules Lavie, qui mêle interviews, reportages, sujets people, sujets économiques ou de société. Code Source, tous les jours à partir de 18h sur toutes les applis de podcast. Une dernière chose, si vous aimez notre JT, notez-le. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple. Et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.